Je pense qu'en fait, il faut être un peu inconscient pour le faire parce que si tu es conscient, tu le fais pas. J'ai passé énormément de temps et je pense que j'ai pris la tête à mon entourage sur des questions. Quand les agences d'influence et les créateurs de contenu viennent nous voir, ça va être pour les défendre et les représenter juridiquement. Les plateformes se cachent derrière leur qualification d'hébergeur de contenu pour se dire finalement, nous, hébergeurs de contenu, c'est qu'à partir du moment où tu vas m'informer qu'il y a un contenu qui est infractionnel, qu'on va devoir le supprimer. Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on en parle de plus en plus. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui est faite aujourd'hui. Nous, on essaye de se battre pour que justement certains contenus soient. Sur la création de vos contenus, sachez que tous les contenus que vous créez sont des œuvres au sens de la propriété intellectuelle. Le premier conseil, c'est de ne pas le faire seul, il faut être deux. Seul, c'est très difficile. En fait, l'histoire du cyberharcèlement, comment est-ce que c'est né ça m'a marqué, mais tu peux mettre 10 ans à te faire une clientèle et un mois pour la perdre. Alexandre, Mehdi. qu'est-ce que tu fais et pourquoi ton travail est important? Je pense que c'est important d'avoir un travail qui a un sens. Et de trouver un sens dans ses études, c'est déjà difficile. Ensuite, tu avances dans les études de droit, et tu te dis qu'est-ce que je vais faire, juriste, avocat, magistrat ou autre. Et à un moment, il faut faire un choix. Tu te dis que la carrière d'avocat, ça peut être sympa. Ça peut être sympa, mais il faut un peu inventer la manière dont tu travailles parce que sinon, c'est pas. Sinon, ça peut être rébarbatif. Après, j'ai rien contre ceux qui font du droit de la santé, du droit immobilier ou autre, mais je pense qu'il faut réussir à inventer la manière dont on veut travailler. Il faut se rapprocher de personnes avec qui on a envie de travailler, ressembler à ses clients. Je pense que c'est important et c'est ça qu'on essaye de faire, qu'on a essayé de chercher, de trouver des clients qui nous ressemblaient. Et c'est pour ça qu'on s'est un peu lancé dans un secteur qui est assez innovant et en tout cas qui est moderne et qui est en mouvement. Ouais, parce que est-ce que tu pourrais nous présenter justement Influxio rapidement? Ouais, alors Influxio, c'est un cabinet qu'on a lancé avec Raphaël Molina, qui est mon associé, il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et dans le cadre de cette activité, on va accompagner les créateurs de contenu, on va accompagner les agences de marketing d'influence, les agences de communication dans l'ensemble de leurs problématiques, que ce soit des problématiques en matière de propriété intellectuelle, droit de la conso, droit des contrats ou autres, même droit des sociétés pour certaines boîtes qui évoluent rapidement, qui se structurent et qui se rapprochent. Donc voilà, une activité qui est tournée vers les acteurs du marketing d'influence, les annonceurs, les agences et les créateurs de contenu. Et ensuite, un accompagnement juridique finalement assez classique, ou en tout cas qui leur parle, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire du droit des étrangers, on ne va pas faire du droit de la santé, on ne va pas faire du droit IMO, on va intervenir dans des domaines qui intéressent nos clients. Ouais. C'est top, mais moi c'est ça ma question, c'est vraiment mais comment on en arrive à cette spécialisation-là? Parce que à quel moment vous vous êtes dit, je vais me positionner sur le monde de l'influence, sur les influenceurs, sur les agences, qu'est-ce qui s'est passé? Il faut se remettre effectivement un petit peu en arrière. Moi, j'ai toujours je ne sais pas si on parlera des parcours plus tard, mais c'est vrai que bon, moi j'ai suivi un parcours de droit, mais j'ai toujours eu un entourage qui était plutôt dans des écoles de communication, qui faisait du journalisme, ou même qui bossait dans la mode. Et j'ai senti plusieurs fois qu'on me demandait, bon bah voilà, qu'est-ce qu'un tel avocat, on a tel problème dans notre agence, on a tel problème avec un influenceur. Tu sais, les influenceurs, c'est ceux qui présentent des produits, qui proposent des services. Concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? Donc c'est vrai qu'on a les outils dans le droit pour se dire, bon bah ça, c'est du droit des contrats, on connaît, ça c'est de la propriété intellectuelle, on connaît. Mais voilà, on se rend compte qu'il n'y a pas. Il y a des cabinets qui existent en droit du sport, il y a des cabinets qui existent même désormais qui accompagnent les sportifs. Et à un moment, on se dit, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de cabinets qui viennent accompagner les créateurs de contenu ou qui parlent en fait aux acteurs du marketing d'influence? C'est vrai que souvent, il peut y avoir un petit peu un décalage entre ce que peuvent proposer des cabinets d'avocats et ce que recherche vraiment la personne. Parce qu'il y a quelque chose qui est assez que j'ai toujours trouvé assez hallucinant, c'est-à-dire qu'on va trouver un cabinet qui va dire voilà, moi je suis spécialiste en droit des affaires, moi je suis spécialiste en droit du numérique, moi je suis spécialiste en propriété intellectuelle. Bah, c'est bien, mais en fait, finalement, je sais pas si tu es plombier, tu vas taper avocat pour plombier. Tu vas pas taper avocat pour un dommage immobilier ou autre, tu vois. Et donc, c'est de cette réflexion-là est née finalement l'idée de faire un cabinet qui réponde à un besoin et le besoin qui existait à ce moment-là. Et par chance, c'était un besoin qui nous correspondait aussi et on était content de bosser là-dessus, quoi. On imagine, quand on parle d'influenceurs, on imagine
les grands noms, Nabila, des trucs comme ça. Vous parlez plus aux micro-influenceurs ou c'est quel type d'influenceur que... À l'origine, ce qui est marrant, c'est que déjà on n'avait pas en tête bien la notion nano, micro euh, ou méga influenceur. On se dit, bon, il y a les influenceurs, donc effectivement, on connaît cette télé-réalité. Euh, Personnellement, je connaissais des influenceurs avec une audience beaucoup plus petite parce que, du fait, encore une fois, de l'entourage dont je te parlais, c'est vrai que dans les agences de com, on fait parfois appel, enfin, dans les agences, pour mettre en place des dispositifs de communication, on va faire appel à telle créatrice de contenu qui est spécialisée dans le sport et spécialement dans la randonnée, ou tel créateur de contenu qui est spécialisé dans la food, mais uniquement dans tel domaine. Donc je savais qu'il y avait des influenceurs qui n'avaient pas une communauté forcément gigantesque, mais encore une fois, qui avaient un engagement important, et c'est ce que recherchent de plus en plus les marques aujourd'hui. On préfère avoir un créateur de contenu qui va avoir 40, 50 000 abonnés, mais avec un engagement important, plutôt que quelqu'un qui va avoir 2,5 millions d'abonnés et qui ne va pas engager sa communauté. Donc effectivement, pour répondre à ta question, au début, on ne sait pas trop. Au début, on ne sait pas trop et on se dit qu'on va être le cabinet des influenceurs, le cabinet des créateurs de contenu. Et ce qui est assez marrant, c'est que rapidement, finalement, on va se rendre compte qu'on est plutôt le cabinet des agences que le cabinet des créateurs de contenu. Et qu'ensuite, c'est par le biais de ces agences qu'on va devenir, euh, qu'on va se rapprocher de créateurs de contenu, qu'on va se rapprocher d'influenceurs et qu'ensuite qu'on va avoir une clientèle qui va aussi s'ouvrir un petit peu sur ce marché-là. Mais à la base, on pense avoir des créateurs de contenu. Finalement, on se rend compte que le besoin est plutôt du côté des agences. Comme les créateurs font confiance à leurs agents, c'est quand ils ont un problème qu'ils demandent à leurs agents qu'est-ce que je fais. Ok, bah va voir l'avocat et c'est comme ça que c'est plutôt comme ça que ça fonctionne. Ok, Jusqu'au jour où le créateur de contenu a un problème avec son agence et alors là du coup on est conflicté. Il faut choisir son camp, mais comme on a déjà conseillé l'agence avant, nécessairement on peut pas conseiller le créateur de contenu. ok. Et est-ce que tu dirais que le comportement justement de ces influenceurs diffère de clients classiques? Je ne pense pas. Alors, c'est vrai qu'il y a quelque chose qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'il y a une distinction fondamentale à avoir quand tu es avocat et d'autant plus quand tu es à ton compte, c'est la différence entre les clients qui sont des entreprises et les clients qui sont des particuliers. Donc je pense qu'il n'y a pas de... À partir du moment où tu raisonnes en tant que particulier pour des influenceurs, qu'ils soient, peu importe le métier qu'ils exercent, c'est plutôt là que va se marquer la différence. Tu vois. Mais sinon, enfin, moi, ce qui est très intéressant, c'est que tu as souvent affaire bon, de toute façon, je pense que maintenant, avec l'évolution, la loi influenceur, etc., je pense que même le grand public comprend qu'il y a influenceur, créateur de contenu et puis star de latéralité. Il y a vraiment une différence qui existe, tu vois. Après, c'est des vases communicants, c'est-à-dire que tu peux passer de l'un à l'autre, il n'y a aucune honte à être l'un, aucune honte à être l'autre, c'est simplement que ce pas des activités qui sont similaires, mais que tu apprends énormément au contact de tout créateur, parce que c'est des gens qui, certains vont voyager, d'autres vont avoir même des compétences artistiques, que ce soit dans le montage, dans la manière de penser des créations de contenu. Nous, on essaye de se battre pour que justement que certains contenus soient caractérisés même en qualité d'œuvre de l'esprit en matière de propriété intellectuelle, c'est-à-dire que il y a une réflexion dans le script, il y a une réflexion dans le montage, il y a un choix dans la lumière, il y a un choix dans le scénar, tout est pensé. Et aujourd'hui, il y a certains créateurs qui réalisent quasiment des publicités. Enfin, quand ils montent les choses, c'est aussi beau que ce que tu peux voir à la télé. Donc c'est très intéressant d'avoir cette clientèle, puisque ils vont vraiment exercer dans plein de domaines différents et tu apprends énormément à leur contact. Ouais. Oui. Mais est-ce que, parce que la plupart des influenceurs ont une image justement, ont cette image de marque qui monte sur les réseaux, qui change justement leur réelle personnalité avec laquelle vous gérez, est-ce que vous retrouvez souvent dans des situations où justement vous devez prendre des décisions par rapport à cette image de marque? Ça peut être ça peut être limitant dans notre pratique, mais de la même manière que ça serait limitant pour quelqu'un qui conseille, euh, en tout cas, une personnalité publique. C'est vrai qu'effectivement, sur le côté personnalité publique, forte exposition sur les réseaux sociaux, notamment aujourd'hui avec tout ce qu'on peut connaître du harcèlement, du cyberharcèlement. Euh, c'est vrai qu'en ça, on a un devoir de conseil un petit peu plus renforcé, ou en tout cas, on doit être vigilant et toujours avoir ça en tête, de se dire attention à la répercussion que ça va pouvoir avoir derrière sur les réseaux sociaux, parce que ce sont des gens qui sont exposés. Ouais. Et est-ce que tu penses que est-ce que tu recommanderais aux avocats qui nous écoutent éventuellement de considérer cette niche, de considérer justement ce marché, d'aller directement s'adresser
aux influenceurs? Alors, aux influenceurs, aux avocats qui nous écoutent, nécessairement non, parce que je ne vais pas encourager la concurrence sur un marché sur lequel on est. Mais non, mais je pense que de toute façon, tous mes confrères avec qui tu pourras discuter, et notamment ceux qui se mettent à leur compte assez rapidement, comme on a pu le faire. Je pense qu'aujourd'hui, c'est fondamental et qu'il faut prendre le problème dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'il faut répondre à un besoin qui existe, identifier ce besoin et y répondre de cette manière. Et non pas, mais je pense que ça, aujourd'hui, tout le monde le sait. C'est uniquement des cabinets de niche qui vont pouvoir. On est trop d'avocats à Paris. On est beaucoup trop d'avocats à Paris et il faut avoir une idée. Alors que ça peut être tous les domaines. Hein. Ça peut être dans le Web 3, dans les NFT. On en a vu énormément qui ont vu le jour ces dernières années. Ça peut être, mais même sur un domaine auquel on ne pense pas nécessairement. Je sais qu'à titre perso, on avait vu un ou deux cabinets qui existaient en droit équin, bah c'est super, tu vois, si tu aimes les chevaux et et que tu es avocat, bah top. Alors après, je sais pas si c'est un domaine qui est porteur encore aujourd'hui, mais je pense qu'en tout cas, il faut avoir une activité de niche, d'autant plus qu'on peut devenir, alors avec tous les grands guillemets qu'il faut mettre, mais il faut essayer de devenir un peu expert dans son domaine et c'est dur d'être expert en tant que généraliste. Euh, je pense que c'est un peu. Et puis encore une fois, je pense que les clients sont rassurés par le fait d'avoir un cabinet qui sait être dédié. Enfin, tu vois, si tu as un problème avec ta chaudière, tu vas pas chez un garagiste. C'est un peu la même chose avec un avocat. Ouais. En mars 2022, tu lances Influxio.eth qui vise à accompagner des projets NFT dans leur création. Et justement, je pense que tu voulais te placer comme acteur du Web3. Pourquoi? Et, euh, je veux savoir l'état d'esprit qu'il y a eu derrière ce lancement parce que c'était en parallèle justement de Influenxio qui est dédié aux agences de marketing. Et justement, à quel moment tu t'es dit et pourquoi je vais me diversifier? Ouais, je comprends. Alors, justement, c'est aussi énormément le fruit de la réflexion de Raphaël, mon associé, qui lui est passionné par toutes ces questions liées au Web3 et même qui voit en cette technologie NFT quelque chose de vraiment utile pour l'avenir. C'est vrai qu'il y a plein de manières, enfin il y a plein d'utilités pour certains NFT et en tout cas lui est convaincu que à l'avenir cette technologie va améliorer notre quotidien, mais comme le Web 3 va finalement révolutionner l'Internet classique, tu vois. Donc c'est vrai que c'est davantage lui qui est expert sur la question, mais l'idée, encore une fois, bah, c'est de répondre à un besoin et de créer une sorte de boutique spécialisée pour les porteurs de projets liés au Web 3 et liés au NFT. Alors il s'avère que on n'était pas les premiers à avoir cette idée. Il y a d'autres acteurs, d'autres confrères qui sont très très bien positionnés sur la question et en fait je pense que même eux pourraient te le dire, on est arrivé à un moment où le marché en fait s'est cassé la gueule sur toute la question des NFT. La bulle, je pense qu'elle a pété clairement. Sur les cryptos, ça a été un peu chaud aussi. Et du coup, bah, tous les projets qui étaient en attente de lever des fonds ou autres, enfin tout le monde s'est retrouvé avec sa boîte immatriculée, avec son pack d'associés magnifique. Mais finalement, il se passait plus rien derrière parce qu'il n'y avait plus de fonds. Et donc c'est un petit peu pour ça qu'aujourd'hui on a mis cette activité de côté. Donc ça ne veut pas dire qu'on l'a réduit définitivement, mais c'est vrai que pour l'instant les projets sont relativement freinés par rapport à l'influence qui aujourd'hui a le vent en poupe avec cette nouvelle loi qui vient d'être votée la semaine dernière. Donc c'était un petit peu voilà l'idée d'Influxio TH, encore une fois de répondre à un besoin spécifique en créant une sorte de cabinet boutique un petit peu spécialement pour ces acteurs-là. Ok, trop bien. Et moi, j'ai remarqué que tu as fait plein de choses. C'est-à-dire que tu étais t'es intervenant dans plusieurs écoles, tu as été juriste en droit pénal des affaires. Et moi, ma question, c'est qu'est-ce que ça t'a fait de te lancer et, et pourquoi surtout? Pourquoi tu t'es dit, je veux me lancer à mon compte, je veux travailler seul avec tous les problèmes, toutes les Ouais. difficultés que... Bah, durant mon parcours universitaire, j'ai bossé pour alors c'est pas un cabinet d'avocats, c'est une forme de pépinière d'avocats qui existe et qui est Boulevard Saint-Germain. Donc c'est un endroit qui est génial parce que c'est des locaux qui sont magnifiques, un hôtel particulier incroyable et une cour super agréable. Et en fait, la personne qui a monté cette structure s'appelle Arnaud Lisop. Donc il est d'ailleurs avocat, mais il est beaucoup plus âgé que toi et moi puisqu'il a plus d'une soixantaine d'années. Et l'idée à l'origine de cette structure, c'est de favoriser les synergies entre avocats et entre cabinets. C'est-à-dire que globalement, tu vas avoir trois types
trois types d'avocats. Tu vas avoir les jeunes qui se lancent, tu vas avoir les avocats qui ont été collaborateurs pendant 10, 15, 12 ans et qui veulent désormais se lancer à leur compte. Et tu as des gens qui sont en fin de carrière, qui étaient associés dans des gros cabs et qui veulent euh, relâcher un peu, lever un peu le pied finalement avant la retraite et avoir encore quelques clients avant de passer, de prendre leur retraite. Et ce qui est assez intéressant dans cette structure, du coup, c'est que tu as énormément de synergie entre toutes ces personnes-là. Tu as des gens qui font du droit de la famille, tu as des gens qui font du droit public, tu as des gens qui font du droit de l'assurance, etc. Et donc j'ai bossé pour cette entreprise, parce que finalement c'est une société commerciale, et l'idée c'était de développer la structure, de développer la com de la structure, d'essayer de faire en sorte de créer des liens notamment avec des avocats qui étaient dans d'autres barreaux pour faire des bureaux secondaires ou même dans des barreaux étrangers, etc. Qui n'étaient même pas parfois avocats en France, tu vois. Et ça m'a permis de rencontrer énormément d'avocats, de comprendre qu'il y a mille et une manières d'être avocat, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger, que ce soit avocat conseil, avocat contentieux ou autre. Et notamment quand j'étais là-bas, donc c'était juste un petit peu avant l'année du barreau, j'ai eu la chance de rencontrer, je dis la chance que vraiment je pense que c'est une chance, pas mal de jeunes avocats, c'est-à-dire qu'ils avaient à peu près 28, allez, non, peut-être plutôt 30 ans, une trentaine d'années, et chacun se lançait à son compte dans son domaine. Donc tu vois, t'en as un qui s'est lancé dans le droit des sociétés, d'autres qui se sont lancés dans les baux, dans le droit des baux, d'autres qui s'est lancé dans le droit fiscal. Et du coup, je voyais tous ces jeunes qui s'entendaient bien, qui bossaient ensemble, qui développaient leur cab. Je les voyais grandir aussi et surtout grossir en termes de cabinet. Tu vois, d'abord un stagiaire, puis un deuxième stagiaire, puis un alternant, puis un collab, puis un deuxième collab, puis un associé, etc. Et je me suis dit, bah, c'est génial, tu vois. Et en échangeant avec eux, tous me disaient, mais si un jour tu veux être à ton compte, autant le faire rapidement. Parce que finalement, Ouais. ce qui est important, c'est la clientèle. Et la clientèle, bah, c'est. Il y a un jour, je me souviens qu'il y en a un qui m'a dit ça, et c'est vrai, ça m'a marqué, mais tu peux mettre 10 ans à te faire une clientèle et un mois pour la perdre. Et ça, c'est un peu cette épée de Damoclès que tu as tout le temps au-dessus de la tête quand tu es à ton compte. Mais, mais ouais, donc de voir du coup ces jeunes qui se lancent comme ça m'a. Je me suis dit, bah voilà, si un jour je suis avocat, je pense que j'aurais envie de faire ça. Et j'ai la chance de le faire aussi aujourd'hui avec mon associé. Je pense que ça aurait pas été capable sans lui. Et c'est vraiment à la fois une histoire d'amitié, à la fois une histoire d'alchimie professionnelle. Et c'est ça qui est top, tu vois. C'était quoi? Est-ce que vous avez rencontré, parce que c'est un positionnement, encore une fois, moi j'incite là-dessus, mais le marché des influenceurs, c'est quand même assez original. Mhm. Se lancer en rentrant sur cette niche, c'est assez original. Et moi, ma question, c'est est-ce que vous avez rencontré des difficultés particulières dans le lancement de votre cabinet? Euh, je pense qu'en fait, il faut être un peu inconscient pour le faire, parce que si tu es conscient, tu le fais pas. Je pense que c'est ce que les gens disent aussi d'avoir des enfants. Si t'es inconscient, t'en as. Si t'es pas conscient, tu t'en fais pas. Et je pense que c'est un peu la même chose avec le cabinet, c'est-à-dire que bah, tu te lances, tu te dis bon bah ça va, en fait il me faut quoi? Il me faut un site, il me faut des locaux. Finalement, il me faut un peu d'argent pour payer les charges au début qui sont pas monstrueuses. Et, euh, et voilà, et je me lance comme ça. Et puis plus les mois avancent, plus tu te rends compte qu'il y a énormément de problématiques administratives, comptables, fiscales ou autres. Forcément, bah, comme tu as essayé de faire en sorte d'avoir un bon positionnement marketing, une bonne communication rapidement, tu as de plus en plus de clients. Du coup, tu es confronté à un problème. Bah, est-ce que je réduis un peu ce que je fais en com euh, pour travailler simplement, tu vois? Mais après, quand tu fais ça, bah, forcément, tu as un temps de latence. Surtout que tu sais qu'on a une déontologie assez particulière quand on est avocat qui fait qu'on ne peut pas faire de publicité comme une activité commerciale classique. Donc c'est aussi un frein. C'est pas un frein dans le sens péjoratif, c'est-à-dire que c'est ça aussi qui va. Moi, je suis assez convaincu par la déontologie et par tous ces principes qui sont inhérents à la profession. Et je pense que c'est important de les avoir et de ne pas faire sauter tous les verrous, parce que même si aujourd'hui on peut considérer que l'avocat est une forme de prestataire de service, on essaye encore d'avoir un petit peu ce prestige de la robe ou autre qui fait qu'on ait un conseil assez particulier. Donc je pense que c'est important d'avoir cette déontologie qui vient encadrer l'activité. Mais bah, c'est vrai que ça peut être aussi un peu un frein. Tu te dis bah, comment est-ce que je vais pouvoir me faire connaître, tu vois, que ce soit sur les réseaux sociaux. Donc c'est vrai qu'il y a eu un petit assouplissement ces dernières années, mais voilà. Donc c'est vrai que ce sont les premiers éléments qui peuvent te paraître un peu insurmontables. Et puis à côté, en fait, il faut continuer à travailler, il faut conseiller tes clients, il faut faire tes assignations, il faut faire tes mises en demeure, il faut répondre aux conclusions, etc. Parce que tu as aussi même une clientèle qui n'est pas nécessairement liée avec ton activité, mais qui vient du fait de ton entourage. Tu as toujours le pote d'un pote qui a un problème avec sa boîte, le cousin de la cousine qui a un problème avec ceci et que cela. Et bah, il faut faire le tri entre ce que tu sais faire et ce que tu as envie de faire aussi, forcément, parce qu'il y a des sujets auxquels tu n'as pas envie de toucher. Et c'est un petit peu.
avec tout ça qu'il faut composer. Donc tu marches un peu sur des œufs perpétuellement, mais tu essayes de t'arranger et de faire en sorte que ça roule. Et est-ce que tu tires de tout ça une erreur que tu regrettes d'avoir faite dans un détail sur lequel tu t'es trop acharné ou quelque chose que tu regrettes justement dans le lancement? Alors, dire non, ça serait assez prétentieux, mais j'ai passé énormément de temps et je pense que j'ai beaucoup pris la tête à mon entourage sur des questions effectivement assez. Des détails de détails sur questions marketing, le site internet, la charte graphique, les visuels, etc. C'est vrai qu'on a passé énormément de temps au début à réfléchir à ce positionnement. Finalement, on l'a lâché assez vite. On s'est rendu compte que c'était pas ça le nerf de la guerre. On a peut-être été un peu trop pointilleux au début, mais c'était aussi une période où, nécessairement, comme tu te lances, tu as plus de temps. Et c'est bien de t'occuper aussi comme ça, quoi. Et je Ouais. pense que oui, on a été peut-être un petit peu. Après, c'est plutôt mon défaut. Et c'est vrai que Raphaël, mon associé, il n'est pas du tout comme ça. Moi, je préfère réfléchir pendant 3 mois avant de faire quelque chose plutôt que de faire un pas en arrière. Lui, il préfère faire un pas en avant, quitte à faire 2 pas en arrière. Ça dépend ça dépend un peu des personnalités de chacun. Je pense que c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir un associé qui te complète et qui sait faire le pas quand tu sais pas le faire et toi tu sais freiner le truc quand il faut le faire. Influxio, c'est un cabinet quand même assez récent, donc 2 ans et demi que vous travaillez, ton associé et toi. Et c'est quoi vos objectifs sur le long terme? Est-ce que tu veux rester là-dessus, sur ce positionnement de marché, continuer? Non, très bonne question, très bonne question, et c'est notamment le sujet qui aujourd'hui je dirais pas nous préoccupe parce que c'est pas un stress, mais on a envie de continuer d'étendre euh, l'offre qu'on propose. On a envie de continuer même tu l'as dit, 2 ans et demi, plus concrètement, tu le vois, on n'a pas 15 ans de bar. Je pense on doit encore monter en compétence sur certains sujets. Il y a d'autres domaines qu'on ne connaît pas et qui nécessairement nous intéressent, tu vois, et vers lesquels on a envie d'aller. C'est ça qui est bien avec le droit, c'est que tu peux apprendre toute ta vie. Et tu as toute ton existence pour le faire, donc c'est génial. Et on veut étendre en fait notre offre dans des domaines qui sont relativement similaires à ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va s'adresser toujours à une clientèle soit artistique, soit une clientèle de mannequins, d'agences de mannequins ou autres, et c'est vers ça qu'on tend dans les prochains mois. Tu vois. Ouais. On s'en rend compte aujourd'hui, les influenceurs, ils sont connus, certains parce qu'ils sont cuisiniers, d'autres parce qu'ils sont pilotes automobiles, d'autres qui sont en fait pilotes automobiles et de facto influenceurs, tu vois, et ou qui sont chanteurs ou qui sont auteurs et de facto influenceurs. Et en fait, aujourd'hui, on s'occupe déjà de ces personnes-là autant en influence que dans le cadre de la gestion de leur carrière autre, tu vois, les contrats d'artistes-interprètes ou autres. Et c'est pour ça qu'on veut en fait se positionner clairement sur le sujet. Ouais. Ou même les influenceurs qui sont à la fois euh, influenceurs et qui font du mannequinat aussi, qui sont en agence de mannequins. On gère déjà les deux activités, tu vois. Donc c'est simplement, en fait, on voudrait se reposer les bases. En fait, on voit comment est-ce que les choses ont évolué cette dernière année, par exemple, et se dire, en fait, on fait ça, on fait ça, on fait ça. Maintenant, il faut le mettre en œuvre et aussi le structurer dans le cadre de l'activité pour dire, voilà, on a un pôle ci, on a un pôle ça. C'est un petit peu les prochains sujets qui se présentent. Ok. Et moi, j'ai une question, mais plus pour les influenceurs qui pourraient nous écouter. Quelle est l'erreur la plus fréquente que tu remarques que les influenceurs font sur leur réseau et qui pourrait poser problème sur le plan juridique? Alors, je pense qu'il faut distinguer la question en 2 temps. Quelle est l'erreur qu'ils font le plus fréquemment dans le cadre de leurs relations commerciales? Je pense qu'il y a 2 erreurs là-dessus. C'est parfois ils peuvent faire trop confiance, que ce soit aux annonceurs ou même à des gens qui leur proposent des opérations commerciales. Euh, Première erreur. Et parfois, je pense qu'ils prennent pas suffisamment le temps de lire aussi ce qu'on leur soumet. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont reçu le produit, ils ont reçu le truc. Ok, c'est bon, j'ai compris ce que c'est, j'en parle. Et puis finalement, après, on se rend compte que c'est pas ça, qu'il fallait pas dire ça, et donc il y a un problème après qui naît de ça parce qu'en fait, on ne s'est pas suffisamment renseigné. On a un peu passé le truc à la va-vite parce que on a tous une activité qui fait qu'on n'a pas trop le temps de s'attarder sur les choses, et donc ça, c'est la deuxième erreur. Et ensuite, sur les réseaux sociaux, c'est vrai que je sais pas si tu as remarqué ça, mais depuis quelques semaines, on voit de plus en plus d'injonctions administratives de la part de la DGCCRF qui va enjoindre certains influenceurs à publier des carousels dans lesquels ils vont expliquer que ils ont été contrôlés, ils ont fait l'objet d'un contrôle par la répression des fraudes, qui a estimé qu'il y avait des problèmes
qu'il n'y avait pas les partenariats commerciaux qui étaient mis, on ne voyait pas la mention partenariats commerciaux rémunérés, etc. Et ça, c'est vrai que je pense qu'il y en a certains qui vont, et c'est assez frustrant d'ailleurs en fait, parce qu'il y en a qui vont se sentir comparés avec certains acteurs de la télé-réalité, c'est-à-dire qui ont pu mettre peut-être en avant pour le coup des produits de jeux d'argent et de hasard ou des pronostics sportifs, etc. Et qui vont se retrouver sanctionnés finalement un peu de la même manière par l'administration, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des injonctions de publier des trucs sur leur compte Instagram, alors qu'en fait, eux, c'était plus un manque d'informations, qu'ils ne se rendaient pas forcément compte que il fallait mentionner sur chacune des vignettes que le partenariat était rémunéré. Si c'était présent sur la première vignette, pour eux, c'était suffisant. Et donc, je pense qu'il y a un peu ce travail de pédagogie qui va en pénaliser certains et qui va un peu voilà. Mais globalement, cette loi, elle est plutôt bien accueillie par tout le secteur. C'est vrai qu'au début, les agences ont eu un peu peur au début. Ils se sont tous fédérés autour de l'UMIC, qui est la fédération du coup des agences, du marketing d'influence, etc., pour essayer de faire du lobbying et de conseiller un peu Bercy dans le cadre de la consultation. Mais finalement, cette loi, elle est plutôt bien accueillie aujourd'hui et tout le monde s'en satisfait. Ouais. Ouais. Est-ce que tu penses qu'on devrait plus aller rechercher sur le terrain de la responsabilité des plateformes qui publient justement ce contenu? Alors, je comprends, et c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui, notamment sur la question des réseaux sociaux, qui sont un petit peu choqués de voir que les plateformes se cachent derrière leur qualification d'hébergeur de contenu pour se dire finalement, nous, hébergeurs de contenu, c'est qu'à partir du moment où tu vas m'informer qu'il y a un contenu qui est infractionnel, qu'on va devoir le supprimer. Ça, c'est la loi de confiance dans l'économie numérique qui vient de te le dire, et qui est donc effectivement qui se disent voilà, c'est pas normal qu'il n'y ait pas une responsabilité plus importante de la part des plateformes, notamment quand il y a des contenus inappropriés qui sont poussés par l'algorithme, quand on sait très bien qu'il y a énormément de mineurs sur TikTok. Euh, c'est vrai que de toute façon avec le DSA, les obligations des plateformes vont être un petit peu renforcées, et notamment aussi il y a des gens qui se retrouvent finalement privés de leur liberté d'expression pour un motif en tout cas dont ils ne savent pas pourquoi ils sont privés de leur compte ou autre, et ils n'ont même pas forcément de recours contre TikTok ou contre Instagram. Et c'est aussi une forme de responsabilité des plateformes. Tu vois, on peut pas simplement dire bon voilà, je vous ai ouvert un compte, maintenant je vous le supprime. Quand c'est des gens qui n'ont pas d'audience, c'est pas très grave, mais quand c'est des gens qui peuvent se servir de cette audience pour véhiculer des messages quels qu'ils soient, souvent quand c'est des messages engagés ou autres, c'est pas normal finalement qu'on leur prive leur liberté de parole. Donc effectivement, il y a une responsabilité des plateformes qu'il va falloir euh, dont il faut avoir conscience. Il faut se dire comment est-ce qu'on va essayer de responsabiliser encore plus ces plateformes qui au final ont pris un rôle fondamental dans la vie de certaines personnes. Il y a des gens aujourd'hui qui n'écoutent pas la radio, qui ne lisent pas le journal, qui n'allument même pas la télé, qui ne regardent pas les news sur un média en ligne, mais qui simplement s'informent sur TikTok. Et je pense que c'est une part non négligeable des 18-22 aujourd'hui. Alors c'est très bien, hein, c'est pour ça qu'il y a même des médias qui sont spécialisés dans l'actu et dans les news sur les réseaux sociaux. Et donc c'est super parce que ça permet de ne pas perdre le pied avec la réalité, mais aussi il faut voir derrière comment est-ce que ça peut être tourné, et est-ce qu'il n'y a pas un risque de formater un petit peu le cerveau des gens et d'avoir une seule source d'information qui est TikTok. Et vous, quand un influenceur vient vous voir, quand un influenceur vient vous voir, est-ce que vous allez chercher la responsabilité vous avez essayé de chercher cette responsabilité des plateformes ou pas du tout? Quand il vient nous voir, pour quel type de problème? Pour un délit de cyberharcèlement, par exemple? On va essayer d'aller chercher la responsabilité des plateformes à partir du moment effectivement où on a pu informer les hébergeurs de contenu qui avaient des contenus infractionnels ou qui avaient des vidéos ou des propos soit qui appelaient au meurtre, appelaient au crime, appelaient à la haine ou autre. C'est vrai que si les plateformes n'ont pas été diligentes dans leur manière d'agir, on va essayer de les mettre en œuvre. Enfin, de mettre en œuvre leur responsabilité. En fait, l'histoire du cyberharcèlement, comment est-ce que c'est né? Au début, on avait cette infraction de harcèlement qui existait. Donc souvent, ce qu'il faut en fait, ça va être pour être caractérisé des propos ou des actes répétés qui vont venir altérer la santé physique ou psychique. On se rend compte avec l'évolution des technologies que ça arrive aussi sur Internet. Donc on va créer ce délit de cyberharcèlement, donc que ces propos répétés ont lieu notamment en ligne. Mais se pose un problème, ce qu'on va appeler l'effet de meute. C'est ce qu'on va voir sur Twitter, sur tous les réseaux sociaux. C'est-à-dire que les gens en fait ne vont pas avoir des propos répétés, puisque peut-être que la personne va simplement mettre un message de haine, va simplement diffuser une photo qui va inciter provocation publique ou autre. Mais comment on fait? Parce que dans le droit pénal, il va falloir qu'il y ait des éléments, des actes répétés pour caractériser cette infraction de cyberharcèlement. Donc c'est pour ça que le cyberharcèlement ensuite, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est en 2018, va évoluer vers
l'effet de meute, c'est-à-dire qu'un seul message qui va euh, servir de base à un déferlement de haine derrière va pouvoir être constitutif du délit de cyberharcèlement. Donc c'est comme ça qu'on évolue et que c'est comme ça qu'il y a des personnes qui vont pouvoir se retrouver poursuivies en correctionnel pour des faits de cyberharcèlement aggravé, de provocation publique à la haine, alors qu'ils ont posté dans leur tête un seul message et qu'ils pensaient que voilà, eux ils pensent qu'il y a cette nécessité de répétition dans l'acte pour que l'infraction soit caractérisée. Or, aujourd'hui, c'est pas du tout le cas. Le premier message suffit à être poursuivi. Et ensuite, cette infraction a été complétée par ce qu'on appelle le doxing. Le doxing, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on a appelé l'amendement Samuel Paty. Pourquoi? Parce que c'est la révélation d'informations à caractère personnel qui va venir mettre en danger la vie de la personne dont on révèle l'information. C'est-à-dire que quand les personnes vont se mettre ensemble pour trouver l'adresse du domicile, pour trouver l'employeur, pour trouver je sais pas, une plaque d'immatriculation, pour savoir où la personne habite, etc., et qu'elles vont diffuser ces éléments sur les réseaux sociaux, là, on est dans le cas de ce qu'on appelle, donc c'est un anglicisme, mais ce qu'on appelle le doxing, donc la révélation d'informations à caractère personnel qui met la vie d'autrui en danger. C'est vrai que c'est plus simple de dire doxing, tout le monde voit ce dont on parle. Et du coup, cette infraction va permettre de poursuivre également les gens qui vont diffuser ce type d'informations. Et pour toi, est-ce qu'on en fait assez ou pas? Est-ce qu'on fait assez de procès? Est-ce qu'on fait assez d'enquêtes? Est-ce qu'on fait assez de quoi? Est-ce que de sensibilisation? Ouais, de tout. Est-ce que pour toi, ce qu'on fait pour le cyberharcèlement aujourd'hui, ça suffit par rapport à l'ampleur du problème? Je pense que ce qui est bien, c'est qu'on en parle de plus en plus. Je pense qu'il y a une sensibilisation qui est faite aujourd'hui. Enfin, je suis plus au collège, mais je pense qu'au collège et en primaire même, on sensibilise les jeunes à ça et ça, c'est super. Je pense que c'est également le rôle des parents de le faire et je pense que c'est fait dans la majorité des cas. Mais c'est finalement quand l'enfant va se retrouver ou quand la personne va se retrouver tout seul avec son ordinateur ou son téléphone, finalement, qu'est-ce qui va être fait? Et je pense qu'il y a énormément de gens et je le dis, enfin je le crois sincèrement, qui n'ont pas conscience finalement de tomber dans un cadre de cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'impression que tel propos ou telle vannerie ou autre dit d'une manière assez anodine, parce qu'en fait on va nous dire que c'est comme ça qu'on s'exprime sur les forums, c'est comme ça qu'on s'exprime sur les réseaux sociaux. Et, je pense que ces gens n'ont pas conscience que ça peut être le début d'une vague de haine, que ça peut être le début, même si c'est une blague sur le physique, une blague sur un strabisme ou autre, c'est quelque chose qui peut être anodin et qui, dans la vie de tous les jours, autour d'un café en terrasse, pourrait faire marrer tout le monde. Sauf qu'en ligne, bah, malheureusement, ça peut rapidement prendre une ampleur. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut davantage insister pour qu'on se rende compte qu'il y a un vrai problème de société. Donc il y a de plus en plus effectivement d'affaires qui existent, mais encore une fois, ces affaires, elles concernent majoritairement aujourd'hui des cas qui sont très médiatiques. On l'a vu avec l'affaire Mila, on l'a vu également avec le youtubeur Marvel Fitness ou la créatrice de contenu Mavachou qui est décédée il y a à peu près 2 ans maintenant des suites d'un cyberharcèlement. Il y a effectivement des cas emblématiques qu'on va voir aujourd'hui et qui vont finalement sortir un petit peu dans la presse, dont on va parler et qui vont donner lieu à des procès. Mais c'est vrai que le cyberharcèlement, ça ne concerne pas uniquement des personnes qui sont connues, ça ne concerne pas uniquement des personnalités publiques et ça concerne malheureusement, tristement, parfois simplement un collégien de 14 ans euh, sans histoire et inconnu de tout le monde. Et c'est là-dessus qu'il y a un réel travail de sensibilisation. Alors je ne sais pas si ça doit être fait, encore une fois, dans le cadre de la scolarité, dans le cadre familial ou par des procès ou autres, mais je pense que le problème vient de là. C'est qu'il y a trop de cas et pas assez de... Il y en a trop qui restent finalement impunis et ça... c'est pas ça qui va aider à la prise de conscience par les personnes qui peuvent cyberharceler que c'est un réel problème et que finalement peut-être que dans la chambre à côté de la maison dans laquelle on vit, la personne est cyberharcelée alors que nous on cyberharcèle à côté. Tu Ouais. Mais est-ce que vous pensez pas plutôt aller justement développer votre place sur justement les réseaux sociaux où se trouvent les influenceurs? Si, c'est pour ça qu'on essaie de reprendre avec des formats courts, soit des interviews, soit autre chose. Après, ce qui est assez particulier, c'est que tu sais jamais la cible que tu vas toucher sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que si l'algorithme te pousse, enfin, je veux dire, les créateurs de contenu, à part qu'ils ont une communauté importante sur les réseaux sociaux, finalement, il n'y a rien qui les distingue d'un utilisateur lambda. Donc c'est difficile. Après, c'est un peu ta chance. Enfin, je m'y connais pas suffisamment en algorithme TikTok, par exemple, pour savoir quel contenu faire spécifiquement pour que le créateur tombe dessus, tu vois. Mais je pense que c'est simplement, voilà, moi j'aime bien avoir une certaine régularité dans ce qu'on fait. Je pense que c'est ça le plus important, et c'est d'ailleurs comme ça, à mon avis, que les algorithmes récompensent leurs utilisateurs. C'est plus il y a une forme d'abnégation, pardon,
dans le contenu qui est créé, plus le contenu est poussé. Mais c'est vrai que c'est assez. Parfois, les mystères de l'algorithme sont assez impénétrables parce que parfois, tu as des vidéos qui peuvent faire 600 000 vues et parfois, tu as des vidéos qui font 30 vues. Donc, c'est un peu. Voilà. Mais je pense qu'il faut continuer à en faire. Et puis, en plus, ce qui est bien, c'est que c'est un. Moi, j'aime beaucoup, comme je te le disais, rencontrer des gens dans le cadre d'interviews, de podcasts. Je trouve que la création vidéo, c'est un domaine qui est super intéressant. Tout ce qui est montage, c'est passionnant. Et ça permet de faire aussi un peu autre chose que notre activité d'avocat. Et c'est cool de pouvoir faire ça en parallèle. Est-ce que tu aurais un conseil pour les avocats comme toi qui sont jeunes quand même et qui hésitent à se lancer? C'est vrai j'ai un souvenir d'une soirée il y a quelques temps où il y avait beaucoup de jeunes avocats et où j'étais un petit peu l'ovni. C'est-à-dire que tout le monde disait: «Ah, mais tu t'es lancé à ton compte, mais comment t'as fait? Mais t'as pas peur de ceci, t'as pas peur de cela». Je pense que le premier conseil, c'est de ne pas le faire seul, il faut être deux. Seul, c'est très difficile. Seul, c'est très difficile puisqu'on est on est quand même dans une profession où en fait on est quand même confrères, mais à la fois concurrents, mais à la fois il y a une forme d'entraide entre tous les avocats, et ça c'est génial. Mais il faut absolument pouvoir se reposer sur quelqu'un qui a d'autres compétences, sur quelqu'un qui a une autre manière de voir l'activité. Et de le faire seul, ça sert à rien à mon sens. Premier conseil. Et deuxième conseil, de trouver une niche qui vous intéresse, qui intéresse en tout cas, et dans laquelle on se projette, et dans laquelle on sait forcément aussi qu'il y a un marché. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de marché, ça sert à rien d'y aller, même si on aime bien ça. Mais voilà, je pense activité de niche et le faire avec une personne avec qui on sait que professionnellement ça va bien marcher. Merci beaucoup, Alexandre. Je t'en prie, merci Mehdi, à toi, merci de m'avoir invité. C'était top. Où est-ce qu'on peut te suivre? Du coup, sur LinkedIn, sur Instagram et sur TikTok, je crois que les réseaux se sont Influxio Avocat au pluriel, euh, si je m'en souviens bien. Mais voilà, on peut se retrouver là, mais principalement ouais, sur LinkedIn. Donc voilà, et puis sur Twitter aussi, tu peux retrouver Raphaël Molina, qui est mon associé. Je crois que c'est Raphaël Molina Avocat ou Maître Molina, je sais plus. Mais en tout cas, il est très présent sur LinkedIn, sur Twitter, pardon. Et il diffuse énormément de contenu très intéressant toute la journée, donc n'hésite pas.